Bonjour et bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur, ici Johan Yangting et aujourd'hui j'ai l'honneur d'avoir pour invité Sylviane, fondatrice de l'IBTS et également de Academis, qui est passionnée par l'apprentissage et surtout qui va partager son expérience de création d'une école, mais aussi de comment entreprendre, comment se former, parce que Sylviane a fondé l'IBTS qui permet justement de faire un BTS en 1 an pour les jeunes adultes, pour les personnes aussi qui veulent se reconvertir, demandeurs d'emploi, qui souhaitent travailler et obtenir un diplôme d'État en 1 an. Donc elle a créé cette école, elle a fondé cette école et elle a également créé Academis qui permet de répondre aux besoins dans le e-learning et aussi le blended learning. Vous allez savoir ce que c'est justement durant cette interview et surtout elle va partager vraiment le processus de création d'une école, mais aussi en quoi c'est réellement de l'entrepreneuriat, son expérience, son parcours, parce que c'est quelqu'un qui a une expérience assez énorme, vous allez voir, et puis aussi comment bien s'entourer, comment bien recruter. Il y a pas mal de pépites sur le recrutement, sur comment aussi savoir s'entourer, choisir les bonnes personnes, comment aussi pour ceux qui souhaitent chercher un emploi ou même entreprendre, comment bien s'y prendre, comment se valoriser. Bref, vraiment il y a de la pépite, il y a du lourd, et ça va vraiment vous aider à comprendre l'état d'esprit, la psychologie, en ayant du concret à travers son expérience. Donc c'est vraiment, je suis content de le partager avec vous. Sylviane, que je connais depuis des années, quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré et même aidé au début de mon parcours. Donc profitez de ses conseils et j'espère vraiment que ça va pouvoir vous apporter un maximum de valeur. Et si vous souhaitez prendre contact avec Sylviane, même pour découvrir ce qu'elle fait, son école, lui poser des questions, vous aurez les informations dans les notes, donc dans le descriptif. Je vous souhaite une excellente écoute et on se retrouve à la fin. Donc merci à toi Sylviane d'être là aujourd'hui avec nous. C'est un honneur. Merci Johan. C'est un honneur de t'inviter dans le podcast Game Entrepreneur parce que tu es quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Nos parcours se sont croisés il y a de ça pas mal d'années. Et tu es une personne aussi pour qui j'ai beaucoup de gratitude car tu m'as fait confiance très tôt, tu m'as appris beaucoup de choses. Et je sais que tu as une grosse expérience en tant qu'entrepreneur à partager avec les personnes qui nous suivent. Donc déjà pour commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rentrer dans le bain, dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, donc, je sais pas si ça t'est arrivé quand tu étais petit, Johan, mais on nous donnait des tickets de tombola à l'école à vendre. On nous donnait des timbres à vendre autour de nous. J'étais toujours partante. Après, quand j'ai été lycéenne, j'avais fait des crêpes à la maison. Alors, c'est pas mon fort, les crêpes. La cuisine, c'est vraiment pas mon fort. Mais pendant des jours et des jours, je me suis renseignée sur les crêperies. J'ai acheté un livre, monté son restaurant. J'ai fait les différentes recettes de crêpes qui étaient possibles. Et je crois que dans ma chambre, à l'époque, je créais mon premier business plan. Je reviens sur ce que tu as dit et je te remercie aussi parce que entrepreneur, c'est aussi la rencontre de beaucoup de personnes et tu fais partie aussi des personnes il y a quelques années que j'ai eu plaisir à rencontrer. Pour moi, entreprendre, c'est surtout trouver l'opportunité. Ça peut être une innovation, hein, ça peut être juste de reprendre une entreprise déjà existante et travailler. Alors, je suis de type travaillomane et travailler donc pour vraiment amener au succès cette activité. Merci. Et puis c'est vrai que tu as commencé très tôt, tu avais une passion d'entreprendre, de faire des choses. Et je voulais revenir un peu sur quelles ont été tes premières expériences dedans. Toi qui aimes justement travailler, par quoi ça a commencé un petit peu? Alors, expérience de vie personnelle ou expérience de vie professionnelle? Expérience entrepreneuriale, mais s'il y a des choses qui ont peut-être fait le pont et qui ont permis de te mettre dedans, je serais très curieux de savoir ce que c'est, oui. Alors, en fait, la première expérience, c'est en effet une expérience de vie. Je pense que ce qu'on vit aussi au quotidien, peut-être dans notre enfance aussi, hein, nous forge pour être ou pas, ou en tout cas être les adultes de demain et être ou pas l'entrepreneur de demain. Moi, j'ai eu cette chance d'avoir un cocon familial très chaleureux, beaucoup d'amour. Et je pense que c'est cette force qui m'a donné des ailes par la suite. Une première expérience aussi,
c'est en tant que martiniquaise, c'est de partir aussi vivre et faire ses études à Paris. Pour moi, c'est déjà aller vers d'autres horizons. C'est la même culture quasiment, une culture francophone en tout cas. C'est des amis aussi qui nous suivent, mais c'est quand même l'arrachement à la terre natale. Oui, on l'a tous connu, les Antillais, voilà. quand on part. Tout à fait. Et donc, certains vont l'appeler un exil, un déracinement. Moi, pour moi, c'était une aventure. Oui. Et donc, l'entrepreneuriat, alors, j'ai d'abord travaillé après mes études. J'ai travaillé donc au sein de Danone International, j'ai travaillé au sein de Louis Vuitton, plus précisément Fred Joaillier. J'ai travaillé donc chez G2J Vidéoconférence. Et du coup, j'ai eu cette chance, que ça soit pendant mes études ou pendant mes années de travail, de vivre et de travailler à l'étranger. Et donc, bon voilà, ça a été le Brésil, ça a été les États-Unis, le Venezuela, 3 ans à Shanghai, en Chine, et toujours cet appel de l'ailleurs. Et donc, en fait, l'entrepreneuriat, ça vient aussi quand en fait au début je me suis dit je crée ma propre activité, je crée mon salaire et par la suite ça a été de se dire mais en fait je crée pas seulement mon salaire, je crée pas seulement ma petite activité, je vais m'entourer de compétences pour créer en fait un projet qui va même me dépasser. Et c'est là que j'en suis aujourd'hui et c'est un bonheur pour moi. Oui, c'est passionnant, c'est qu'au début, voilà, ça nous appelle un petit peu, ça t'a appelé, tu as fait tes premières armes, des expériences professionnelles. Comme tu l'as dit, ça devient un peu sa façon de vivre et puis finalement, les projets deviennent tellement passionnants qu'ils dépassent et puis que ça va au-delà juste de soi et que ça a un réel impact. Hem, oui, tu voulais dire quelque chose? Joanne, oui, j'ai ma toute première fierté, c'est quand j'ai reçu mon premier CABIS. Tu sais, c'est le Oui, certificat d'immatriculation de la société. Et je t'avoue, ça a été bon voilà une grande fierté, hein, donc de créer IBTS. Et puis tu vois noté, c'est marqué donc que la durée de validité de l'entreprise, donc c'est 99 ans, donc ça me menait en 2110. Donc là, je me suis dit, oui, il va falloir travailler pour que peut-être mes enfants, peut-être, ou en tout cas des personnes après moi, continuent l'entreprise. Et ça a été un challenge, ça l'est toujours aujourd'hui. c'est bien que tu le rappelles parce que je crois que j'ai oublié ce truc et quand je l'avais vu aussi, ça m'avait marqué en Ah, me c'est disant, marquant, hein. c'est ça, en fait, l'entreprise, je serai plus là, elle sera techniquement, elle sera encore là donc Oui, ça voilà. dépasse l'échelle de ma vie et ça dépasse l'échelle de ta vie et c'est génial. Ouais. Et à ce moment-là, pour toi, c'est quoi vraiment, avant d'arriver justement à créer l'IBTS et à créer, l'école dont on va parler justement après, cette expérience-là, qu'est-ce que tu as plus peut-être acquis comme compétences qui ont abouti à ça? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait que dans tout ce cheminement, il y a un moment, tu t'es dit: «Bon, ben, j'ai les compétences et peut-être j'ai envie de me lancer dans un projet pour les 99 prochaines années»? Alors, les compétences, je vous avoue, en effet, pour être entrepreneur, je pense qu'elles doivent être variées. C'est-à-dire que au moins avoir une vision à 360 degrés. Est-ce qu'on doit avoir les compétences soi-même dès le départ? J'ai décidé que non. Il y a les compétences, il y a aussi ce qu'on aime faire, ce qu'on n'aime pas faire forcément. Donc dès le départ, j'ai décidé que où j'étais compétente et ce qui me passionnait, ben, je le ferais. Où j'avais moins de compétences, je m'entourerais de professionnels. L'expertise comptable, la partie juridique. Il y a une partie que j'aime beaucoup, c'est la partie commerciale, mais une fois qu'on est pris dans le montage de nos produits, de nos services, c'est toujours compliqué d'être voilà au four et au moulin. Donc en fait, j'avoue que mes
expériences ont été variées parce que j'ai eu aussi des secteurs d'activité variés. Donc, j'ai parlé de Danone, c'était de l'agroalimentaire. J'ai parlé de Louis Vuitton, donc c'était du luxe. J'ai parlé de G2J Vidéoconférence, donc c'était les TIC. Donc, j'ai aussi été formateur moi-même. J'étais formateur à la Chambre de commerce, à l'Université Paris 13 et dans d'autres écoles de formation au BTS. Et là, j'ai pu voir aussi ce que j'avais envie de faire, ce que j'avais envie de faire bien mieux, et puis aussi faire ses propres choix. Oui, comme tu dis, c'est vrai qu'on pense quand on se lance dans l'entrepreneuriat et beaucoup de personnes qui nous écoutent pensent ça aussi, qu'il faut avoir toutes les compétences intégrales, alors qu'en réalité, le but, c'est qu'on crée une structure et qu'on s'entoure de ce qui, soit ce qu'on ne sait pas faire nous-mêmes, mais aussi, il faut choisir nous où on a envie d'être précisément et mettre le focus dessus parce que c'est là que la valeur ajoutée est réelle. Et Oui, d'ailleurs, oui. oui. Et savoir en fait quels sont ces autres secteurs, parce que souvent on est focus, et c'est bien, sur sa passion, ou on est focus sur son métier, on est focus sur son produit, son service. Et en fait, il faut aussi savoir, et ça fait partie aussi des formations, des informations qu'on peut glaner, il faut savoir de quoi est faite en fait l'entreprise en général. Donc l'entreprise, c'est du commerce, l'entreprise, c'est du marketing, l'entreprise, c'est une gestion administrative qui doit être stricte. L'entreprise, c'est aussi de la recherche et du développement, de l'innovation. Donc même si on n'est pas compétent dans tout ça, mais au moins avoir connaissance de ces aspects-là. Oui, c'est ça, c'est comprendre un peu avoir la vision macro et ensuite aller développer les différents postes, missions et développer les choses. Et Oui. justement, par rapport à tous ces rôles dans l'entreprise, qu'est-ce qui te passionne le plus? C'est quoi ce que tu aimes le plus faire dans ce que tu fais en fait? Embriquer les compétences. Ok. Et je me repose après. Bah, Non, c'est non, bah, je. bah, Non, non, je. c'est le vrai entrepreneuriat finalement, bah, c'est ça, hein, c'est ce qu'on dit, hein. Certainement, certainement. Mais j'aime beaucoup ça, et ma force aussi en entreprise, c'est d'être hyper heureuse quand un collaborateur en sait plus que moi sur certains sujets. Et donc en fait, oui, embriquer les compétences, et puis insuffler donc le projet, insuffler l'envie d'atteindre le projet. Pouvoir avoir les épaules assez larges aussi pour encaisser les problématiques, les écueils qu'il peut y avoir, mais garder le cap. Très bien et en tout cas, c'est vraiment la vision de l'entrepreneuriat, voilà, tu développes, tu développes la team et puis en plus après ça va tourner et puis tu gardes le côté leadership et puisqu'on est dans l'apprentissage et la formation et les compétences, j'aimerais vraiment savoir, puisque tu as développé justement, bah, ton école, comment est né vraiment ce projet concrètement? Qu'est-ce qui t'a amené à le créer et comment ça a commencé en fait? Parce que c'est ton gros Alors, projet actuel. bien sûr, bien sûr. Alors, en fait, plusieurs choses hein, m'ont poussé à faire le projet. Il y a quelques années, il y a plus de 30 ans de ça, quand moi-même, je dois partir faire mes études, j'ai été extrêmement mal aiguillée. Et donc, une méconnaissance de ce qu'il était possible de faire en termes de formation. Et donc, en fait, dans l'école, du coup, les deux instituts que j'ai créés, on a à cœur aussi de faire passer un vrai entretien de positionnement. C'est-à-dire que la responsable pédagogique va interroger la personne sur son projet de formation, qui est dans un projet professionnel, mais surtout qui rentre dans un projet de vie personnel. Donc en fait, je ne voulais pas justement recréer un centre de formation et puis on ne connaît pas l'apprenant. C'est important pour moi de mettre l'apprenant au cœur de la formation. Ensuite, j'ai eu aussi ce qui m'a poussé aussi à créer l'école. Quand on était en Chine, mes enfants ont été à l'école anglaise et j'ai beaucoup aimé l'approche qu'il y a eu. Donc, c'était très ludique.
C'était très, encore une fois, donc les enfants étaient vraiment de façon individuelle très suivis. Et bon, surtout, c'était une école avec beaucoup d'expatriés, donc des Chinois, et plus de 40 nationalités. Et donc, ça aussi, je pense que l'enrichissement des uns par les autres, de tous ces professeurs à l'époque, de tous ces enfants de cultures diverses aussi, pour moi, c'est extrêmement important. J'ai développé IBTS à Paris, avec en effet des gens de multiples origines parmi les apprenants. Et régulièrement, je leur dis, mais enrichissez-vous justement de cette diversité. Et puis, en effet, bah, comme je te disais, j'ai été aussi formatrice. Donc, en fait, j'avais envie, voilà, de passer. Alors, la première année, j'ai à la fois dirigé l'institut et fait quelques cours moi-même, donc de commerce international, puisque c'est ma branche. Et dès la deuxième année, voilà, c'était compliqué d'être à la fois formatrice et directrice d'institut. Tout à fait, c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a des choix à faire. Et qu'est-ce qui fait justement, sur quoi tu as... J'aimerais bien savoir si on décortique un peu, parce que j'aime bien connaître un peu les processus derrière les projets et comment les projets naissent. S'il Oui. y avait des grandes étapes pour créer l'école, parce que dans les détails, je pense qu'il y a eu énormément de choses, mais si tu devais vraiment simplifier, expliquer très rapidement les grandes étapes que tu as connues dans cette création, ce serait quoi aujourd'hui? Tu seras surpris, tu seras surpris, Joanne. Donc, je reviens du Brésil et donc l'étape primordiale et quasiment la plus importante, ça a été le marketing et la communication. Je reviens du Brésil au mois de juin et je décide de créer donc cet institut. Et donc, je sais plus pourquoi. Je t'avais eu d'ailleurs à l'époque. Je sais plus. On avait échangé, voilà, sur un sujet ou un autre. Et tu Oui, je avais crois que été c'était pour le... surpris. Je sais plus, mais en tout cas, je sais que il y avait eu l'occasion, mais c'était avant, hein, le Game Entrepreneur Live, où tu avais pu être Oui. présente. Et Et puis puis tu après, m'avais dit aussi, mais comment on peut faire un BTS en un an? Et je me rappelle, j'avais oui, chatté avec possible. toi à ce moment-là. Mais je rentre du Brésil, donc après un an au Brésil, je rentre, je m'installe à Paris à nouveau et je décide de monter l'école. On est au mois de juin. Et donc, en fait, avec l'objectif d'avoir une rentrée en septembre. Et mon principal atout à ce moment-là, ça a été de m'entourer de formateurs que j'avais connus les années précédentes, de bons formateurs, et Google. Donc, Google Ads, donc du référencement, de la communication. Pourquoi? Parce que je croyais mais vraiment en mon projet. J'étais très limitée par le temps parce que du coup, créer un institut en juin pour débuter au mois de septembre, voilà, il fallait miser d'abord sur une communication de masse et j'étais certaine aussi de ce que j'allais offrir dès le mois de septembre, c'est-à-dire une formation faite par des professionnels qualifiés. Mais l'école n'existait pas. Et donc, l'étape principale, alors quand je quitte le Brésil, j'ai une semaine de décalage. Mon mari me rejoint une semaine après. Et quand il arrive, il sort de l'avion et je lui dis, voilà, je crée une école. Ah bon? Cet après-midi, on visite des locaux à Clichy-la-Garenne. Donc, on y est toujours quelques années après. Donc, on visite des locaux. Ah bon? Donc, on va visiter les locaux. Quand on sort, je lui dis, écoute, pendant la semaine, là, j'étais toute seule et j'ai fait le site internet. Ah bon? Et il me dit, mais tu avais déjà commencé, tu avais déjà l'idée. Et pas du tout, mais c'est vrai que j'avais déjà le process aussi de formation, de faire de la qualité de service dès le départ. Ça, c'est important. En effet, le BTS en un an s'adresse à des adultes, des jeunes adultes, des personnes en reconversion professionnelle.
c'est ou des personnes, des demandeurs d'emploi, des salariés. Donc, il s'agissait de faire vite, mais bien. Et ça, ben, jusqu'à présent, voilà, la qualité de service, c'est extrêmement important pour nous. Maintenant, te dire que j'ai fait un Gantt, un PERT, que j'ai tout noté et tout. Je crois que bon, ça faisait quelques semaines, quelques mois que j'avais ça en tête. Maintenant, j'avoue, je suis beaucoup dans l'action quand même. Je suis beaucoup dans l'action et pour tout te dire, passer cette première année, je pense que j'aurais su tout ce qui m'attendait. J'aurais peut-être pas créé l'école, voilà, parce que c'est aussi des risques. J'ai commencé en septembre, en octobre, il fallait inscrire les étudiants. Alors, ce sont des stagiaires de la formation professionnelle, mais mes apprenants, il fallait les inscrire dès le mois d'octobre. Donc, c'est une date, on n'a pas le choix avec la maison des examens pour qu'ils puissent passer leurs examens au mois de mai et juin. Donc, tout s'est bien passé. Mais des fois, je me dis, au moment de créer en septembre, je n'étais pas au courant. Et des fois, jusqu'à présent, j'ai des sueurs froides. Je me dis, mais si j'avais loupé le coche. Et en fait, quand à un moment, il faut y aller, et on se rend compte que les bonnes vibes, tout se met en branle pour que ça réussisse. Donc, quand il y a une volonté de bien faire, les choses se font et ça, c'est très plaisant. Ça me fait très plaisir que tu passes ce message parce que c'est vrai que souvent, quand on veut entreprendre un projet, on se dit, oh, il y a la montagne qui m'attend ou je ne sais pas quoi faire et tout. Et toi, on va dans l'action, tu sors de l'avion, voici, on fait ça, le truc est en place, le site est en place, la com, elle est en place. Et on a juste, on fait au fur et à mesure que ça arrive. Et pour moi, c'est vraiment ça, le mindset entrepreneur, c'est cette capacité à pas attendre, à passer à l'action et les réponses viennent dans l'action. Et Oui, j'adore et je suis content que tu aies partagé ça parce que même dans la création d'une école qui est finalement aussi une création d'entreprise, c'est un enjeu qui est important et ceux qui nous écoutent, j'ai vraiment envie que vous compreniez que la majorité de vos projets, voilà, c'est l'action, c'est faire et qu'au fur et à mesure, les réponses vont venir. Et quand tu as dit que si tu avais su tout ce que tu attendais, tu l'aurais pas fait, je serais curieux de savoir, ça m'intéresse vraiment de savoir quels sont peut-être les galères ou échecs que tu as rencontrés dans ce processus, ou vraiment peut-être un ou en top 3 de un seul ou trois galères vraiment que tu as rencontrées ou tu te rappelles où tu as peut-être échoué ou ça a été plus compliqué et qu'est-ce que tu en as tiré vraiment? alors les échecs et galères, alors c'est l'humain. C'est les recrutements, donc des erreurs de casting dans les partenariats, donc alors c'est à la fois ma faiblesse et ma force. Ma faiblesse parce que j'en referai peut-être encore de ces erreurs de casting, mais ma force c'est que je crois en l'humain et ce que j'en retiens quand même c'est ne pas généraliser. C'est très difficile de travailler, par exemple, avec quelqu'un issu de tel domaine, de tel milieu, et ensuite de ne pas généraliser en se disant tous ceux issus de tel domaine ou tous ceux issus de tel milieu sont peut-être de la même façon. Ça m'est très difficile. Voilà, je te le dis. Nous restons humains parce que, voilà. pour le dire honnêtement, moi, les erreurs de casting, j'ai pu tomber dans ce piège même de clientèle. Pour être très transparent, ça m'est arrivé par exemple d'avoir quelqu'un, par exemple, un Antillais avec qui ça se passe mal et puis dire, bon, les Antillais, en plus, comme on est Martiniquais, on est plus attaché, on a envie que ça bouge. C'est-à-dire, ouais, ils sont tous machin, nanana. Mais en fait, c'est pas vrai parce qu'il y a des gens aussi qui bossent très bien et puis c'est peut-être un problème de compatibilité. Donc, on est humain avec et cette personne-là. Oui, voilà, donc c'est bien que tu le dises et je vois que c'est aussi quelque chose qui fait peur aussi, hein, le oui. recrutement et le casting. Et c'est en quoi? fin de compte, c'est de garder en effet la foi en l'être humain et puis de créer aussi. Hein, donc, c'est aussi faire un peu enfin, se dire aussi, eh ben, moi, j'ai peut-être pas mis les moyens de succès de cette personne. Et en fait, compte, je fais mon mea culpa, on va dire, mais surtout,
Ce que j'ai appris, en fait, ce n'est pas toujours aisé, mais ce que j'ai appris, c'est que on peut aussi se dépasser et que ça soit des collaborateurs, des partenaires, quand on partage les mêmes valeurs, quand on croit à un projet et quand on est impliqué dans le projet. Alors, il se trouve que chez moi, on est très impliqué, on est encore à petite échelle, hein, donc tout le monde est très impliqué, donc tout le monde apporte sa pierre à l'édifice et sincèrement, j'ai une équipe là, je les remercie pour ça parce que c'est l'implication, c'est devancer donc les écueils qu'on peut avoir, c'est comment contourner les problèmes. Donc tout le monde met vraiment sa pierre à l'édifice et ça c'est beau. Quand ça marche, ça fonctionne, c'est très beau. Bah, c'est ça et puis comme tu l'as dit, on est obligé parfois pour avoir les bonnes personnes, ben, de se tromper et puis j'ai beaucoup aimé le fait que tu dises que, bah, finalement c'est ta responsabilité dans le Aussi. casting et dans le management et donc Oui, c'est pas tout le monde qui a l'honnêteté et la vulnérabilité de prendre ses responsabilités et dire bon, bah, et puis ça permet d'être en paix aussi parce que si on est trop, c'est la faute de l'autre et voilà et je suis nul, on n'avance pas donc tout à fait, tout à fait. non, non, mais c'est vraiment c'est des conseils qui parlent et qui sont tellement importants, surtout sur le terrain. Et aujourd'hui, j'aimerais peut-être avoir une petite leçon, toi, quand tu prends des personnes par rapport à cette expérience-là, sur quoi peut-être tu vas te baser ou qu'est-ce qui fait que tu vas, on va dire, éviter l'erreur de casting parce que ça peut pas arriver à 100%, on fait toujours des erreurs, mais Oui. surtout favoriser le bon choix dans les castings. Qu'est-ce qui t'aide aujourd'hui? Alors, ben, je suis dans la formation, donc je me suis formée aussi au recrutement, donc savoir poser les bonnes questions aussi, savoir décrypter certains aspects du CV, le non-verbal lors d'un entretien. Voilà, je me suis formée il y a quelques années aussi à mieux appréhender un entretien. C'est quelque chose que j'ai dupliqué aussi avec la responsable pédagogique lors de ces entretiens elle-même de candidats à nos formations. Donc en fait, voilà, c'est aussi se former. Hein. Ça passe aussi par. On n'a pas en effet j'y vais franco. J'ai foi en l'autre et tout. Et puis malgré tout, voilà, borné par des compétences, borné par des références. Ça peut être aussi d'appeler. Bon, en général, quand vous appelez une ancienne entreprise d'un candidat, bon, il ne va pas vous descendre la personne, mais il faut savoir lire entre les lignes. Et donc, Oui. voilà, prendre des références aussi, ça, c'est important. C'est quand même, c'est lourd de conséquences quand on doit arrêter un contrat. Oh oui. Donc, voilà, ça vaut le coup de prendre le temps. Certaines personnes n'osent pas demander des recommandations, mais c'est vrai quand on a une lettre de recommandation aussi, voilà, ça aide aussi pour un choix de recrutement. Très bien et c'est intéressant que tu le dises parce que moi-même je suis en ce moment dans ces problématiques-là et c'est vrai que c'est pour moi la partie la plus peut-être difficile de l'entrepreneuriat, mais celle on a encore toujours à apprendre Ne pas et prendre des gens qui nous ressemblent forcément, oui, mais ne pas prendre des gens qui sont à l'antipode de vous. Ça, c'est, on a besoin aussi d'avoir une équipe qui soit structurée, pas avec que des gens qui ont la même bouille que nous et qui ont peut-être pas voilà, les mêmes compétences, justement. Ça, c'est très important. Mais quelqu'un qui est complètement aux antipodes. Alors, je l'ai connu, par exemple, avec certains formateurs. Et donc, par exemple, pour une classe de BTS, une année, on n'avait que des formateurs vraiment dans une pédagogie androgynie. Donc, c'était super et tout, mais beaucoup d'empathie et trop d'empathie, j'avais trouvé. Et puis, j'avais un formateur, c'était presque l'ancien militaire, à la manière ancienne et tout. Et puis, je me suis dit, oh, c'est bien, ça va en faire un dans le lot voilà, ce sera une autre façon aussi, une autre approche et tout. Ça a été un fiasco avec ce formateur parce qu'il est très loin
de mes valeurs et de ce que je peux prétendre apporter à des inscrits. Donc, ça a été un fiasco et dans son équipe, il ne faut pas non plus prendre quelqu'un qui soit aux antipodes de vos propres valeurs. Très bien, donc c'est vrai que la compatibilité des valeurs, c'est quelque chose de fort. Oui. Et j'aimerais bien prendre aussi, même si ce n'était pas tout à fait prévu, mais je sais qu'il y a des jeunes qui nous écoutent aussi, qui nous suivent. J'ai en plus lancé Game Entrepreneuriat récemment pour les jeunes. Est-ce que tu aurais un Ouais. petit message par rapport justement aux jeunes que tu accompagnes et aux jeunes qui peuvent passer par ton école, mais aussi à ceux qui sont sur le marché du travail ou de l'entrepreneuriat? Un petit conseil pour eux, parce qu'on parlait de recrutement, mais peut-être qui pourrait les aider aussi eux. Tu as parlé des lettres de recommandation et tout, mais est-ce que tu as un petit tips pour eux rapide pour les aider à peut-être s'intégrer, réussir leur recrutement ou trouver leur mission? Alors, se donner les moyens. C'est-à-dire que alors, tu as posé plein de questions là. Je vais résumer. C'est plus, voilà, un jeune, il est à la fin de ses études ou il est en train d'arriver sur le marché du travail. Sur quoi il devrait miser principalement, en résumé? C'est vrai que c'est un gros sujet, c'est à part, mais je voulais juste, vu qu'on est dedans dans le recrutement, D'accord, sur quoi bien ils sûr. doivent Alors, miser. en fait, c'est savoir se valoriser. Ça s'apprend parce que je le vois moi chaque année, par exemple, quand nos inscrits au moment de passer les examens font leur dossier professionnel, ils ont du mal à mettre en avant ce qu'ils ont acquis, ce qu'ils ont fait en entreprise. Ils ont, alors ça peut être de l'humilité pour certains, ça peut être la méconnaissance de certains points, la peur de se mettre en avant, et du coup, se mettre en avant, c'est valoriser en tout cas des compétences que recherche le recruteur. Donc ça, c'est hyper important. Il y a un autre débat qu'on a chaque année parce que à IBTS, on fait donc des ateliers de techniques de recherche de stage parce qu'ils ont un stage obligatoire, donc qui vont découler après sur des ateliers de techniques de recherche d'emploi. Et chaque année, la grande question, c'est sur le CV, est-ce que je mets ma photo ou pas? Et donc moi, je suis l'adepte, je mets ma photo. Alors je l'ai fait quand je cherchais un emploi. J'ai trouvé très rapidement. Alors je suis je suis encore plus favorable à faire voilà comme je l'ai fait. Mais c'était il y a quelques années. C'était voilà, il y avait un marché de l'emploi beaucoup plus favorable. Ceci dit, je ne vends pas un nom, enfin que des compétences, un nom sur une feuille. Je ne vends pas que une formation. Je vends ce que j'en ai fait. C'est pour ça que je te disais, pour moi, la formation, il n'y a pas que l'aspect scolaire, il y a tout l'enrichissement autour, et il faut pouvoir le dire à un recruteur. Ce que j'ai fait en entreprise, ça m'a apporté quelque chose. Ça fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Il faut pouvoir le vendre aux recruteurs. Ça fait de moi une femme noire, une femme qui a voyagé. Il faut que je puisse le vendre aux recruteurs. Et donc, chaque année, voilà, on a les adeptes du oui, non, la photo ou pas. Moi, j'ai envie de dire, et je prends mon cas, ou en tout cas le cas de personnes issues de minorités, et puis avec chacun notre minorité, c'est qu'est-ce que j'apporte à l'autre. Et si l'autre ne sait pas le voir au travers d'une photo, il ne saura peut-être pas le voir au travers d'une interview parce que d'un entretien d'embauche, parce qu'il aura que de toute façon ses filtres et ses limites à m'accueillir, donc je ne vais pas chez lui. C'est bien, comme ça au moins le filtre est fait avant. S'il aime pas une catégorie, Voilà. on perd pas son temps. Non, mais c'est un réel débat et c'est intéressant. J'aime bien ce point de vue que j'avais pas vraiment envisagé, mais qui est vrai, qui est important. Comme je dis, en l'entrepreneuriat, vaut mieux d'entrée que le client sache à quoi s'attendre. Comme ça, au moins, Oui. si on arrive devant lui, s'il aime pas notre tête et tout, vaut mieux qu'il sache avant. Donc,
Non, mais en tout cas, merci pour C'est les mon point de conseils. vue, c'est mon point de vue maintenant. Allez, comme c'est mon point de vue et que c'est le podcast, voilà, Sylvia et Joanne, je dis mon point de vue. Maintenant, je comprends aussi ceux qui sont adeptes du CV anonyme, donc voilà. Mais voilà, c'est mon point de vue. Non, mais en fait, il y a une vraie discussion dessus, c'est intéressant. En tout cas, merci. Et d'ailleurs, j'ai dit pour les jeunes aussi, mais ça peut être très bien aussi des personnes qui veulent retrouver un travail. Donc, les conseils s'appliquent à vous aussi, ou qui cherchent un travail. Donc, sur ça, on est resté sur un petit peu les conseils, la formation. Comment tu te formes, principalement? Alors moi, aujourd'hui, je m'informe continuellement. Donc, je lis beaucoup, je regarde des vidéos sur YouTube, je suis abonnée sur Eleform, c'est un système de formation en ligne. Et puis j'aborde tout type de sujets, hein, donc des sujets très pointus d'entrepreneuriat. Et aussi des sujets plus légers qui vont me passionner, voilà, dans ma vie personnelle. Se former aussi sur les outils numériques, c'est mon dada depuis des années. Et donc en fait, je vais faire une formation de quelques heures en ligne sur un outil. Voilà, je me forme avec les nouvelles aussi façons de se former. Et c'est ce qu'on fait à IBTS ou à Academis. Je me forme en présentiel, je me forme en ligne, en e-learning, en blended learning. Et là, je suis donc un MOOC sur la formation de digitalisation des contenus. D'accord, bah c'est très intéressant. Et puis, bah, c'est vrai, en plus, d'ailleurs, quand on s'est connus à l'époque, c'était sur une problématique de visioconférence. Donc, comme Tout à quoi, fait. c'était déjà une problématique qui était où beaucoup de gens disaient ouais c'est bien, et aujourd'hui on n'a presque pas le choix parce que le Voilà. contexte fait que, donc c'est vraiment intéressant. C'est pas simple, hein. C'est pas simple, Joanne, au niveau de la formation. Oui, tout à fait. Justement, nous, on crée donc de plus en plus de modules e-learning. Par exemple, cours de CEJM, culture économique et juridique managériale. On intègre de plus en plus de modules, par exemple, d'éco, de droit, de plus en plus ça, mais ce n'est pas simple. Moi, je le vois moi-même. Hein, je suis sur mon ordinateur, je débute une formation et je suis tentée par tout plein de choses. Déjà, mon esprit vagabonde, et c'est aussi ce qui se passe en présentiel. Mais là, décuplé. On a le téléphone, on a Netflix, on a on a un bouquin qui nous appelle. Et donc, en fait, le e-learning n'est pas simple. Et c'est pour ça que moi, je reste adepte du blended learning, à savoir mixer justement du présentiel, un temps d'échange avec le formateur, l'échange avec des pairs, l'échange avec d'autres camarades, des collègues, des gens qui ont vécu aussi d'autres situations, et des modules de e-learning que je peux regarder le samedi matin, le dimanche soir, le lundi à 18h, quand j'ai le temps. Merci de le dire, parce que c'est vrai qu'il y a des limites au tout digital, et on a beau avoir le meilleur focus du monde, il faut s'accrocher. Oui, 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 tout à fait. Et du coup, bah, on a un peu fait le tour de ce que je voulais comprendre un peu sur ta philosophie, comment tu gérais les projets, ton mindset et tout. Et, euh, et je voulais enchaîner la dernière partie sur quelques petites questions flash où les réponses vont venir, tu peux répondre assez rapidement. C'est pour un peu connaître ton expérience et les choses que tu peux apporter comme petites pépites. Déjà, en commençant par vraiment, c'est quoi pour toi peut-être qui aime te former et qui a peut-être consommé beaucoup d'informations, le pire conseil que tu aies peut-être vu ou entendu, le pire conseil qu'on t'ait donné ou que tu as eu à travers ces apprentissages? Alors, ce qu'il y a, c'est quand quelqu'un commence en me disant ah oui, mais ce sera difficile. Attends, je me fais l'avocat du diable, mais tu sais que tu pourras. Alors là déjà, là je suis braquée. Donc la personne qui arrive déjà avec quelque chose de très objectif, cependant, c'est très bien aussi de parler des écueils qu'on pourra avoir, des problèmes qu'on pourra avoir.
Mais moi, pour moi, c'est la pire manière de m'aborder. Les échecs, on en a, donc des problèmes, des problématiques, des écueils, on en aura. Pour moi, c'est la façon de gérer cela qui est différenciante. J'ai déjà eu, en effet, des gros problèmes à gérer, mais en gardant toujours la petite étincelle que ça ira mieux. Et puis, en fin de compte, c'est pas si difficile. Et puis, je relativise par rapport à d'autres choses ou en parlant avec d'autres personnes qui ont eu le même souci. Ben, en fin de compte, c'est une petite brindille. C'est pas bien grave. Donc en fait, quand on m'aborde comme ça, c'est voilà, pour moi, c'est bon, passe ton Next. chemin. Next. Et à l'opposé, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil, c'est dans la vie, on a toujours le choix. Donc ça, et d'ailleurs c'est aussi celui que je donne souvent. On a le choix de soit de remuer la boue ou de rechercher la pépite d'or qui sommeille en nous. On a le choix d'en vouloir à la terre entière, à ses parents, à son conjoint, à son collègue, ou de prendre sa vie en main. Et on a le choix de faire ou de ne rien faire. Alors, juste par rapport à ne rien faire, pour moi, c'est pas du tout péjoratif. C'est aussi, si le choix, c'est de ne rien faire et que c'est un choix assumé, pour moi, c'est très beau. Alors, c'est pas ma conviction, j'ai un peu de mal, mais je vais te raconter quand même. Alors, en 2018, je pars en Inde. Et quand je pars, je dis à mes collègues, bon, ben, je vais prendre une petite semaine de congé. Et tout le monde me dit, mais prends plus, prends pas seulement une semaine, prends plus de temps. Et là, je décide de prendre un mois de congé et je prends 15 jours dans un centre dans le Kerala et 15 jours après où mon mari me rejoint et on visite l'Inde. Et pendant ces 15 jours en Inde, dans le Kerala, j'ai appris, comme disait le chef là du centre, do nothing, faire rien. Et c'était tellement plaisant. J'ai pris plaisir à faire du yoga. C'était la première fois de ma vie. J'ai pris plaisir à regarder les oiseaux. J'ai pris plaisir voilà, à faire rien. Et donc, si c'est un choix assumé, voilà, c'est pour moi un bon conseil. On a le choix et on assume ses choix. Bah, c'est une belle philosophie de vie, voilà, le monde est ce que vous décidez qu'il va être, donc choisissez. Et même si c'est ne rien faire, ça doit être un vrai choix assumé. Voilà, tout à fait, tout à fait. Et j'aimerais ensuite vraiment savoir c'est quoi peut-être quelque chose que tu aurais aimé savoir avant de peut-être faire tout ça. Un conseil ou quelque chose que tu aurais aimé savoir qui aurait peut-être facilité le chemin. Alors, attends, je vais te montrer mon bloc-notes qu'on m'a offert cette année. Et c'est mon bloc-notes cette année. It always seems impossible until it's done. Oui. Ils ne savaient pas que c'était impossible alors qu'ils l'ont fait. Nelson Mandela. Tout à fait. Sincèrement, qu'est-ce que j'aurais aimé savoir avant Non, rien de spécial. Rien de spécial. Par contre, pendant tout ce temps, oui, se former, pendant tout ce temps, continuer dans l'apprentissage, dans l'enrichissement, l'expérience. Très bien, super, c'est aussi bien de pouvoir apprendre sur le tas et puis avoir cette philosophie d'apprentissage. J'aimerais aussi savoir si quelqu'un a peut-être aujourd'hui envie de se lancer dans la création peut-être d'une école ou dans l'entrepreneuriat de façon globale, qui aimerait suivre peut-être le même type de carrière que toi. Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Alors, le même type de carrière, oui, la vision à 360 degrés. C'est-à-dire que l'entreprise aujourd'hui, c'est une multitude de questions au quotidien, c'est une multitude de choix et de garder le cap. Et puis de garder son leitmotiv.
Certains, le leitmotiv, c'est de faire le maximum de profit. Certains, c'est la qualité de service. Certains, c'est innover sans cesse, donc garder son leitmotiv. Mais sinon, avoir cette vision à 360 degrés et ne pas hésiter aussi à se remettre en question, à se former, à former ses équipes. D'accord, super. Et si tu pouvais donner un conseil à la Sylviane qui avait 16 ans, on parlait au début de l'enfance, qu'est-ce que tu lui dirais? À 16 ans, alors à 16 ans, écoute, alors dernièrement, au mois de décembre, j'ai invité donc j'étais en Martinique et j'ai invité donc des amis du lycée de terminale, de première et de terminale, et on ne s'était pas revus depuis 32 ans. Waouh. Et et sincèrement, au vu des fous rires et des moments qu'on s'est remémorés, je ne sais pas si j'ai un conseil à donner à la Sylviane de 16 ans, mais je pense que si j'ai un conseil, c'est lui dire en tout cas qu'elle a eu raison de profiter de chaque moment de sa vie de façon intense. Beau message, j'adore. Et est-ce que tu as vraiment une personne qui t'inspire en particulier? Morte ou vivante, hein, bien entendu, Oui, un modèle. bon, je suis très inspirée par les podcasts de BFM, les sagas d'entreprise. Je sais pas si ça compte. Je crois qu'on ne change pas une entrepreneur dans l'âme, mais je t'avoue que voilà, les success stories diverses et professionnelles, en tout cas, m'inspirent beaucoup. Super. Et s'il y avait vraiment, je sais pas, quelque chose que tu aimerais voir changer dans le monde, ce serait quoi? Alors moi, ce qui m'horripile dans le monde, c'est les inégalités et le manque de responsabilité ou des très riches, des très nantis, et donc et la faim dans le monde. Ça, c'est pour moi difficile à entendre quand on sait que certains justement font fi, certains en minorité de surcroît font fi des besoins d'une majorité de personnes. Oui, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aimerait vraiment voir évoluer et qui touche beaucoup. Qu'est-ce qui te motive à te lever le matin? Alors le matin, je me réveille souvent avec le smile parce que j'ai des éclairs, je vois les problématiques des semaines ou des jours ou de la veille. Ça m'apparaît le matin souvent comme une évidence. La solution m'apparaît souvent comme une évidence. Ce qui me motive, c'est le moment où, voilà, ou dans la journée, et je pense que c'est ce qui me donne la banane le matin au réveil, c'est qu'est-ce qui fera que, voilà, la journée sera belle, la journée, voilà, je vais porter ma pierre à l'édifice de cette journée et j'espère à celle des autres aussi. Donc ça me fait me réveiller en me disant bah, je suis là quoi, je suis là, hier j'étais là et aujourd'hui je suis là. Faisons que ce moment soit voilà le plus kiffant. Ça c'est un terme que tu emploies souvent Joanne et que j'adore, le plus Oui. kiffant possible. Et est-ce qu'il y a une question peut-être que je t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Peut-être que j'ai oublié. Que tu as oublié. Non, non, mais je sais Non, pas, mais je tu sais pas devrais si te reconvertir dans le journalisme. C'est parfait, donc tout est parfait. OK, super. Et pour finir, c'est quoi pour toi kiffer le game? On a parlé du kiff. Kiffer le Ah game. bah, Qu'est-ce que ça t'évoque? qui fait le game, c'est euh, c'est vraiment vivre sa vie, voilà, de façon intense, euh, être au fait de ses choix. Donc, qui fait le game. Alors le game, le jeu, c'est aussi le hasard des rencontres. C'est s'entraîner pour gagner le game aussi.
c'est s'enthousiasmer aussi des grands et des petits moments. À IBTS ou en tout cas dans mes projets, je kiffe énormément le début, la création du projet. Donc en fait, pour pallier à ça, je crée des micro-projets parce que sinon, créer une entreprise, c'est aussi la développer, la pérenniser. Et donc, c'est extrêmement important de se dire, j'ai kiffé ce moment de création et what else? Donc, il ne faut pas que ça s'arrête à ça. Et donc, en fait, Académie, c'est déjà aussi une branche de IBTS. Donc, en fait, je crée avec une autre vision, donc plus e-learning. Dans IBTS, on crée maintenant IBTS à Paris. Donc, depuis plusieurs années, on crée IBTS en Martinique et Mayotte. Donc, et puis demain en Guadeloupe, Guyane et à La Réunion, j'espère, dans les DOM. Et donc, en fait, créer des micro-projets aussi qui font que moi, voilà, en tant qu'entrepreneur, je continue à kiffer ce game. Bah merci beaucoup. T'as répondu à la question suivante, ce que j'allais demander justement sur quoi tu étais en ce moment. Donc apparemment, c'est le développement de l'IBTS, notamment en Martinique. Je crois que tu es en Martinique là en ce moment. Tout à fait. Oui, tout à fait, ça. oui. Ça s'entend aux petits oiseaux parce qu'on n'entend pas trop ça ici. J'adore. Ça, c'est génial. En tout cas, merci beaucoup. C'est vrai qu'il y aurait tellement à dire, mais j'essaie au maximum que ça puisse durer moins d'une heure. Mais c'est vraiment passionnant. De toute façon, au pire, si on faut refaire un autre sujet par la suite, pourquoi pas. Mais merci beaucoup de ton temps, merci de ton partage. Je mettrai les liens pour retrouver ton travail, ce que tu fais, l'école et tout. Et pour ceux que ça intéresse, pour te contacter, voilà. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin, une actu, quelque chose à partager pour qu'on clôture? Alors, un petit mot pour la fin, formez-vous. Enrichissez-vous de formation. Quoi de plus beau que de se former, c'est investir en vous. Donc voilà, c'est ça mon mot de la fin. Investissez en vous formant. Merci beaucoup Sylviane. Je te souhaite une excellente continuation. On va suivre ça de très près. J'adore ce que tu fais et ce que tu apportes. Moi aussi, et surtout l'énergie. Merci beaucoup. L'énergie, le mindset, la patate, c'est vraiment génial. Et puis chaque moment que j'échange avec toi, c'est vraiment un moment d'énergie qui booste. Donc vraiment, merci pour ce que tu fais. Et puis on se retrouvera très vite pour la suite. À très bientôt. D'accord. À bientôt. Ciao. À bientôt. Merci. Bye bye. Je suis vraiment content de la richesse de cet échange. J'espère que vous avez appris, que ça vous a inspiré. En tout cas, si vous voulez contacter Sylviane, en savoir plus, vous avez les informations et les liens dans les notes, dans le descriptif. Si vous appréciez ce format, ce podcast, suivez le podcast Game Entrepreneur disponible sur iTunes, Spotify, etc. Toutes les plateformes. Et puis, bien entendu, laissez-moi les petites étoiles sur iTunes. Parlez-en autour de vous, partagez. Ça aide à le faire connaître, ça contribue vraiment à ce travail. Et si vous voulez plus d'interviews, d'inspiration, de personnalités et entrepreneurs, mais aussi personnes inspirantes qui ont des parcours atypiques et qui ont des choses à raconter, à dire, suivez vraiment tout ça. Abonnez-vous aussi sur la chaîne YouTube, c'est publié en vidéo aussi sur YouTube. Je sais pas si vous regardez sur YouTube ou si vous écoutez en podcast. Quoi qu'il arrive, j'espère vraiment que ces formats-là vous aident, que vous apprenez beaucoup et je fais en sorte de continuer à améliorer le format et vous aider à profiter un maximum de ces expériences. On se retrouve très vite pour de prochaines interviews, mais aussi dans le podcast à travers des conseils et la chaîne YouTube. Je vous souhaite plein de succès et je vous dis à très bientôt.